Manuel Bompard, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Manuel Bompard, vous êtes coordinateur national de la France Insoumise, député sortant des Bouches-du-Rhône. On est ravis de vous avoir sur le plateau ce soir, Manuel Bompard. Mais dites-nous pourquoi vous nous avez préféré, nous, France Info Télé, au meeting de Montreuil. Je ne veux pas être désagréable, hein, mais... C'est pas parce que je vous ai préféré, mais Mathilde Panot, qui est la présidente de notre groupe parlementaire de la France Insoumise, intervient ce soir. Et on se répartit un peu le travail. Donc voilà, des fois c'est moi qui interviens, des fois c'est elle. Alexis Corbière, je cherchais son prénom. Alexis Corbière vous a gravement mis en cause, enfin pas vous personnellement, mais l'appareil insoumis. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que s'il pense tout le mal qu'il a dit de l'appareil insoumis, j'ai du mal à comprendre pourquoi il demandait son investiture. Donc à partir du moment où la France Insoumise a choisi sur cette circonscription d'investir une autre candidate, en l'occurrence Sabrina Ali Ben Ali, qui est une figure de la bataille, du combat dans le domaine de la santé, c'est une médecin urgentiste. À partir du moment où la France Insoumise a pris cette décision, il doit, je crois, la respecter. Et donc la respecter, c'est ne pas maintenir une candidature qui va fragiliser les chances de cette candidate, qui aujourd'hui est la seule candidate officielle du nouveau Front Populaire sur cette circonscription. Sa candidature à Alexis Corbière est soutenue par tous les chefs de la gauche avec qui vous avez vu. Non. Elle est soutenue par Olivier Faure, elle est soutenue par Marine Tondelier, elle est soutenue par Fabien Roussel. Monsieur Bernstein. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, que les choses soient très simples et dites de manière très franche. Il y a un accord, une coalition électorale aujourd'hui qui s'appelle le Nouveau Front Populaire. Et ça a donné lieu à d'intenses discussions la semaine dernière. Dans le cadre de ces discussions, il y a un certain nombre de circonscriptions et les candidatures sur ces circonscriptions. Dans certaines circonscriptions, c'est la France Insoumise qui doit positionner ses candidates ou ses candidats. Dans d'autres, c'est le Parti Socialiste, etc. Et le principe de cet accord, c'est que chaque formation politique choisit librement les candidats qu'il a envie d'investir sur ces circonscriptions. Et qu'à partir du moment où la France Insoumise a choisi d'investir comme candidate sur cette circonscription Sabrina Ali Ben Ali, alors elle dispose du soutien de l'ensemble. C'est vrai. Tous les chefs dont je parlais ont dit nommément qu'ils souhaitaient que les sortants soient réinvestis. Parmi lesquels mais ils peuvent le souhaiter. C'est leur droit le plus strict. Non, mais vous disiez c'est pas vrai. Quand je vous dis ils souhaitent, vous me dites c'est pas vrai. Et on va être très simple. Ils peuvent le souhaiter, c'est leur droit le plus strict. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où il y a cet accord, ça veut dire que la candidate investie par la France Insoumise sur cette circonscription bénéficie du soutien de l'ensemble des organisations politiques qui participent de cet accord et que c'est la seule. C'est virtuel. Et que c'est la seule candidate qui peut se revendiquer de disposer de l'investiture officielle du Nouveau Front Populaire sur cette circonscription. C'est simple. Voilà. Maintenant, moi, je vais pas passer, si vous voulez, ma journée à discuter de ça. On va parler de programme. Il me semble que c'est assez compréhensible pour les gens. Manuel Bompard, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt finalement à purger ces frondeurs quand on n'utilisez pas des expressions comme celle-là. C'est une forme de purge. Quand on est à 12 jours seulement de la fin de cette campagne, et surtout quand votre urgence est de lutter contre l'extrême droite et l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Monsieur, quand le camp macroniste ne renouvelle pas son investiture à Gilles Legendre, qui est l'ancien président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. On peut leur faire la même critique. Vous ne le faites pas. Vous ne dites pas qu'ils ont purgé Monsieur Legendre. Donc il faut un peu utiliser les mots qui correspondent. Exactement la même chose. Il faut utiliser les mots qui correspondent à la situation. La France Insoumise, encore une fois, elle peut choisir librement qui elle investit. Et je pense que tout le monde comprendra qu'aucune formation politique ne va donner son investiture dans l'une des meilleures circonscriptions du pays à une personne qui a déjà fait savoir dans la presse qui s'apprêtait à rejoindre un autre groupe ou une autre démarche politique que celle de la France Insoumise. Point. Donc la France Insoumise, elle choisit librement ses candidats. Et c'est ceux qui se maintiennent face aux candidats désignés officiellement par la France Insoumise qui sont responsables d'une forme de désunion que je regrette. Vous avez raison, parce que je crois que ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Et que je ne crois pas que, quand on est en train de lutter contre la possibilité que l'extrême droite arrive au pouvoir, je ne crois pas que les questions personnelles, les questions d'ego, les questions de plan de carrière ne doivent rentrer en vigueur, tout simplement. Après le refus d'investir les députés sortants frondeurs, voilà ce qu'a écrit François Ruffin sur le réseau X. Je ne vous ai demandé aucune investiture, aucune autorisation. Je ne suis pas passé sous les fourches codines de votre bêtise, votre sectarisme. Ce sont les mots qu'il emploie. 13 millions de vues pour ce message à la mi-journée. J'imagine qu'un certain nombre de nos adversaires, effectivement, ont partagé ce message, parce que les mots qui sont utilisés ne produisent quoi d'autre que de la division. Donc moi, je pense que
dans une période comme celle que nous sommes en train de vivre, il faut se garder de toute parole qui soit des paroles aussi dures, aussi acerbes et des paroles de division. D'autant plus que François Ruffin peut dire ça. Ce qu'il a tweeté, ah oui, François Ruffin. Je regrette bien sûr. Je le regrette. Je le regrette. Vous vous êtes parlé depuis ? Non, mais je ne lui ai pas parlé depuis, mais je le regrette parce que je pense que dans la période que nous vivons, je ne crois pas que ce type de propos aide à faire progresser les idées, la dynamique du nouveau Front populaire. Pour le reste, expliquer que François Ruffin n'a pas eu besoin de la France insoumise en quelque sorte. Je lui rappelle que s'il a été élu député en 2017, c'est bien parce qu'il a bénéficié d'une investiture du mouvement de la France insoumise. Il doit tout à Jean-Luc Mélenchon? Non, je ne dis pas qu'il lui doit tout. Je dis que je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude à dire je n'ai pas besoin de vous, etc. Voilà, tout simplement. Maintenant, moi, j'ai pas l'intention de polémiquer avec les uns, les autres. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de se battre pour essayer de convaincre les électrices et les électeurs de donner dans 2 semaines maintenant une majorité de députés au nouveau Front populaire. Parce qu'alors, il y aura un gouvernement qui va appliquer un programme de rupture et ça va changer la vie des gens. Et je crois que c'est ça le plus important. Eh ben, on va en parler, promis. Justement, vous voulez, dites-vous, rassembler pour que le Rassemblement national ne gagne pas. Et donc, vous devez convaincre des gens de gauche, qui ne sont pas forcément les plus proches de vous, de voter pour cet ensemble. Dans cette optique, quel est l'intérêt d'investir des candidats du NPA ou d'un groupuscule antifa ? Mais, monsieur Bornstein, la gauche, elle est plurielle, la gauche, elle est diverse, elle a différentes sensibilités. Je crois que si on veut vraiment faire un front populaire, au sens large des choses, il faut que les différentes sensibilités, les différents mouvements de gauche soient représentés. Et donc, moi, je m'honore en quelque sorte de dire que la France insoumise a permis de faire en sorte que dans cette alliance, on puisse se retrouver l'ensemble de ces traditions politiques. Elles ont des divergences, on n'est pas tous d'accord. Ça dissuade au 2e tour des électeurs modérés de voter pour Je ne le crois pas, parce que je crois que le bulletin de vote qu'on va mettre dans l'urne avec l'intitulé Nouveau Front populaire, il tient compte d'un équilibre et c'est un bulletin de vote qui défend un programme. Je veux dire, les candidats de cette alliance, indépendamment de leur étiquette politique, c'est des candidats qui se sont mis d'accord sur des propositions politiques communes, quelle que soit l'organisation politique de laquelle ils proviennent. Mais je crois au contraire que c'est plutôt positif qu'il y ait parmi les candidatures des gens issus des différentes traditions politiques de la gauche, et pas seulement, parce que je voudrais insister sur ce point, et je vous laisse la parole ensuite, aussi des personnes qui sont issues du mouvement social, du mouvement syndical, des personnes qui portent des batailles qui existent dans la société. C'est ça le Front populaire. Et là, en l'occurrence, vous m'avez interrogé au début de cette émission en disant telle personne va pas être investie, etc. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle des gens qui sont investis, pas seulement des gens qui ne le sont pas, parce que sur ces circonscriptions, j'ai évoqué le cas de Sabrina Ali Ben Ali, mais je pourrais évoquer le cas de Céline Verzelletti. C'est une haute dirigeante de la CGT, haute dirigeante syndicale. C'est important que ces gens-là rentrent à l'Assemblée nationale. Parlons d'un ancien président de la République, François Hollande, qui est candidat à ces législatives du côté de la Corrèze. Vous en pensez quoi, vous? Qu'est-ce qu'il vise avec ce retour? Je sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question. J'en pense, j'ai dit ce que j'en pensais j'ai dit ce que j'en pensais à titre personnel, que je trouvais ça un peu curieux au vu du programme en fait qu'on défend dans cette élection. Maintenant, moi, je vous ai dit quelle était la règle que je tenais à appliquer dans cette coalition électorale qui est le nouveau Front populaire, c'est-à-dire que je ne demande pas, et je demande que les autres formations ne commentent pas le choix de mes candidats, donc je n'ai pas l'intention de commenter le choix des candidats des autres formations. Le Parti socialiste a choisi d'investir François Hollande, c'est sa liberté, l'accord que nous avons passé le lui permet, et donc je ne vais pas le critiquer ou l'empêcher. Un autre ex, c'est Lionel Jospin, qui était ce matin sur France Inter. L'ensemble PC, PS, écologistes, place publique, qui sont assez proches au fond et qui étaient dans une évolution que le président de la République l'a brisée par cette dissolution, représenteront 297 candidats dans ces élections contre 229 pour la France insoumise. Donc l'idée qu'il y aurait une soumission alors que se produit une inflexion, y compris dans le contenu de l'accord, quand on regarde ce qui est dit sur l'Ukraine, quand on regarde ce qui est dit sur l'antisémitisme et sa condamnation, je pense que ces analyses sont fausses. Ces analyses sont fausses, finalement. Vous êtes affaibli par cet accord, dit Lionel Jospin. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que dans cet accord, il n'y a pas de soumission à la France insoumise. Et il a tout à fait raison. Personne n'a jamais eu l'intention de soumettre qui que ce soit. Quand vous faites un rassemblement avec différentes formations politiques, il faut que chacune de ces formations politiques soit respectée. Et je crois qu'elles le sont dans cet accord. La France insoumise
et la formation politique de cet accord qui va bénéficier du plus de candidats. Ça, c'est une information importante, mais surtout, parce que ça, à la limite, on s'en fiche un peu de savoir si les candidats viennent de telle ou telle formation politique. La question, c'est pourquoi faire? Et nous, ce qui était très important dans ce rassemblement, c'était l'idée de dire que ce rassemblement ne pouvait se faire qu'à partir du moment où il était porteur d'une orientation politique de rupture avec la politique qui a été mise en place par Emmanuel Macron, mais avant lui par François Hollande, de Nicolas Sarkozy. C'est ça qui est le plus déterminant. François Hollande et le NPA, quoi. Pardon ? Il y a plusieurs années-lumière entre François Hollande et le NPA. Oui. Il y a des différences majeures, mais précisément, ce qui est intéressant dans cet accord, c'est que tout le monde, face à l'urgence de la situation, au risque de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, a été en capacité de se dire on n'est pas d'accord sur tout, mais voilà les points programmatiques sur lesquels on peut s'engager. Et j'observe que ce rassemblement, il se fait sur un programme qui est assez proche du programme que nous avons porté à la dernière élection présidentielle. Et je m'en réjouis, je considère que c'est une victoire idéologique importante. Allez, Emmanuel Bompard, je ne sais pas si vous aimez le foot. Oui. Ce soir, premier match de l'équipe de France à l'Euro de football. Et des joueurs, des footballeurs qui se sont engagés. On écoute Kylian Mbappé et Thierry Henry. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Je partage ce qui a été dit, notamment par les joueurs et les sélectionneurs. Alors je peux citer bien sûr Marcus, Kylian ou Ousmane qui l'a fait différemment. Bien sûr le coach. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même important. Ce qui peut faire barrage aux extrêmes, c'est d'aller voter. Ils ne disent pas l'extrême droite, ils disent les extrêmes. Est-ce que vous vous êtes senti visé? Non, pas du tout. D'abord, dire que cette prise de position, elle intervient au milieu d'un certain nombre de prises de position où je pense que le danger de l'extrême droite était clairement pointé dans les mots, par exemple, de Marcus Thuram. C'était pas les mêmes mots qui étaient utilisés que ceux de Kylian Mbappé. Mais pour le reste, je crois qu'il suffit d'écouter la suite de l'intervention de Kylian Mbappé pour comprendre, de mon point de vue, je veux pas parler à sa place, à quoi il fait référence, puisque bien évidemment, la question de la France telle qu'elle est, dans sa diversité, etc., je crois pas que ça vise les propositions politiques de la France insoumise. Bien au contraire, c'est les propositions politiques du Rassemblement national. Je vais vous dire les choses de manière très simple. Nous, la France insoumise, nous ne sommes pas extrêmes. D'ailleurs, si vous voulez trancher cette question, il y en a un qui l'a fait, c'est le Conseil d'État, qui a été saisi sur le nuançage des formations politiques et qui a reconnu qu'il fallait classer le Rassemblement national à l'extrême droite et qu'il fallait pas classer la France insoumise à l'extrême gauche. J'ai rien contre l'extrême gauche, elle existe dans ce pays. Il y a des formations politiques d'extrême gauche, mais c'est pas la France insoumise. Désolé. Vous dites que vous n'êtes pas extrême, le Rassemblement national dit la même chose. Oui, d'accord, mais après, une fois que les uns et les autres disent des choses, après on regarde le cœur des propositions politiques. Bon, et il me semble que du point de vue des propositions politiques, quand on commence par exemple à vouloir introduire dans la loi en France une différence, une notion de préférence nationale, par exemple, et ben là, je crois qu'on va sur des idées qui, à mon avis, sont très loin de l'idée que moi, en tout cas, je me fais de la République et que je crois beaucoup de Françaises et de Français se font de la République. Continuons sur la mobilisation. L'actrice Marion Cotillard a parlé du front national. Enfin, force est de constater qu'on entend assez peu les artistes depuis quelques jours. Est-ce que vous souhaitez qu'ils s'engagent davantage ? Écoutez, moi je trouve que depuis l'annonce de la constitution du nouveau Front populaire, il s'est passé quelque chose. Vous avez dit ces prises de parole de sportifs, il y a eu des manifestations quand même avec des centaines de milliers de personnes dans la rue. Samedi et dimanche, c'était des manifestations très importantes. Et je dis que oui, toutes les voix qui vont s'exprimer pour alimenter cette dynamique de résistance face à la possibilité de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, mais qu'il faut pas voir que comme une dynamique de résistance, mais aussi comme une dynamique d'espoir. Il s'agit pas seulement de dire on veut pas l'extrême droite au pouvoir, bien sûr qu'on les veut pas, mais il s'agit aussi de dire qu'on veut ouvrir un autre chemin pour le pays qui est fragilisé, fracturé, en grande difficulté après 7 ans d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et je crois qu'on peut ouvrir un autre chemin de partage de richesses. On s'attaque enfin à la transition écologique, on se rassemble autour de grands défis, de grands objectifs que le pays peut se fixer. C'est ça qui est à l'ordre du jour dans 2 semaines. Et si les Français votent pour une majorité du nouveau Front populaire, vous allez voir, tout va changer. Vous parlez de partage de richesse, justement. Est-ce que vous avez l'impression que la mobilisation de ces stars qui gagnent beaucoup d'argent, ça va vous bénéficier ou pas ? Je sais pas, mais vous savez, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et pour autant, c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on est hostile à l'idée de davantage partager.
Et moi, je connais des gens qui disent oui, je gagne beaucoup d'argent, mais je veux bien payer un peu plus d'impôts si ça permet de financer des services publics de qualité, de faire en sorte que les urgences soient pas fermées la nuit, de faire en sorte qu'à l'école, il n'y a pas 33, 34 ou 35 élèves dans les classes. Alors c'est pas parce qu'on a un gros porte-monnaie qu'on a forcément pas de cœur. Vous parlez de l'école. Il y a plusieurs, mais parmi les nouvelles mesures par rapport au programme de la NUPES, la gratuité intégrale de l'école, cantine scolaire, fourniture, transport, activités périscolaires. Est-ce que vous avez une idée du prix que cela coûterait? Est-ce que vous l'avez chiffré? Oui, 8 milliards d'euros. Ah, vous êtes d'accord avec l'Institut Montaigne? Ouais, ben je sais, c'est le chiffre du 8 milliards d'euros par an. Oui, le chiffrage de cette proposition, c'est 8 milliards d'euros, effectivement. D'abord que les gens qui nous écoutent comprennent. D'ailleurs, vous avez bien compris, si vous votez pour une majorité de députés du nouveau Front Populaire, à la rentrée prochaine, l'école sera 100% gratuite. Ça même coûte pour 8 les milliards riches, d'euros. même pour les riches, même pour les parents d'élèves du 7e arrondissement. Oui, je sais que parfois ça peut interpeller parce que les gens peuvent se dire, ceux qui ont les moyens, mais... Et même pour l'école privée, Manuel Bompard? Là, c'est dans l'école publique. Ça concerne la gratuité dans l'école publique. Dans l'école privée, c'est quelque chose de différent. Et dans comment on finance 8 milliards par an? Je peux vous donner plein d'idées. Par exemple, vous allez rétablir un impôt de solidarité sur la fortune renforcé, ça va vous rapporter à peu près 10 milliards d'euros. Si vous introduisez une taxe sur les super profits, ça va rapporter à peu près 15 milliards d'euros. Si vous supprimez la flat tax, qui a eu un dispositif fiscal qui a été introduit par Emmanuel Macron, vous allez récupérer 2 milliards d'euros. Vous voyez, je vous l'ai déjà financé 2 fois la mesure. Donc oui, bien sûr que notre programme, il est crédible, sérieux, chiffré. Sauf qu'avec ces économies-là, vous pouvez pas... Si vous économisez 15 milliards d'euros, vous ne pouvez pas financer plusieurs fois 15 milliards d'euros. Et dans votre programme, il y a plusieurs mesures très coûteuses. Mais attendez, vous m'avez interrogé sur une mesure précise, vous m'avez demandé le coût, je vous l'ai dit, vous m'avez dit comment vous pouvez les financer, je vais vous donner des exemples. Je peux pas être plus précis et plus transparent que ce que j'ai fait. Maintenant, si vous me dites que les 10 milliards d'euros de l'ISF renforcé ne permettent pas de financer l'ensemble de notre programme, vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle nous travaillons, nous vous présenterons dans les prochains jours, vous verrez, des éléments de chiffrage plus conséquents, mais qui seront bien loin des fantaisies des macronistes. J'ai vu que les macronistes estimaient notre programme à 286 milliards d'euros. Bon, dites-leur, s'il vous plaît, pour commencer, que la 6e semaine de congés payés qui sont introduits dans leur chiffrage, on l'a pas mis, ils l'estiment à 30 milliards d'euros. Vous pouvez déjà enlever ça. Et que la CSG progressive, dont ils imputent un coût de 39 milliards d'euros, si elle est progressive par définition, c'est que les plus hautes tranches vont compenser les plus basses, donc ça coûte 0. Donc, je sais que c'est pas des génies de l'économie, on l'a vu l'état du pays. Mais s'ils peuvent raconter n'importe... moi, je ne suis pas un génie de l'économie, au moins j'évite de raconter n'importe quoi. Et quand je cherche à chiffrer le programme de mes adversaires, j'introduis pas à l'intérieur des propositions qui sont pas dans le programme. Vous voyez, on essaie au moins d'être sérieux dans notre discussion. Alors, on va parler retraite. Si vous gagnez, vous abrégez la réforme Macron tout de suite, lors d'une session d'été. Pendant les Jeux Olympiques, est-ce que vous n'avez pas peur que ça mette un peu de confusion dans le pays à un moment où il n'en aura pas besoin? Mais Gilles Bornstein, du fait du calendrier qui a été choisi par le président de la République, il y aura une session à l'Assemblée nationale pendant les Jeux Olympiques. Et donc, vous faites ça pendant les Jeux? Vous voulez qu'on fasse rien pendant? Non, je vous demande. Par exemple, le Rassemblement National a dit on le fera en septembre. Non, le Rassemblement National a dit qu'il ne voulait pas abroger la réforme des retraites. Si, ce matin, ils sont revenus en arrière. Jean-Philippe Tanguy a dit on l'abroge dans un débat auquel participait Éric Coquerel, a dit on l'abrogera après les Jeux. Plus tard. Moi je vous le dis, oui, on fait une abrogation qui est une abrogation immédiate, parce qu'il me semble que c'est une fracture dans le pays, cette réforme des retraites, qu'il faut corriger. La manière de la corriger, c'est d'abroger immédiatement cette réforme, bien évidemment. Jean-Philippe Tanguy a dit à l'automne, pour être précis, pour ce qui concerne le retour à la retraite à 60 ans. Éric Coquerel, qui connaît les chiffres puisqu'il est président de la commission des finances, a dit, je cite, « Ça se fera progressivement et aussitôt que les conditions macroéconomiques le permettront ». C'est quand ça? Vous verrez, laissez-nous un petit peu de temps. Non, mais attendez, je vous ai dit que ce qu'on allait faire immédiatement. Ensuite, on a un objectif, Gilles Bornstein. On a un objectif, c'est d'aller effectivement vers le retour du droit à la retraite à 60 ans. Vous devez donc me poser la question de savoir comment on va financer. Et là, on parle pas du même... C'est gentil de me dire les questions, je vous la pose. Voilà. Vous m'y incitez. Et là, la question, on parle pas pour que les gens... C'est un peu technique pour les gens qui nous écoutent, mais je pense que c'est important d'être sérieux sur ces sujets. Comment vous le financez quand même, est-ce que vous pouvez me répondre sur le délai? Parce que vous dites aussitôt que les conditions macroéconomiques le permettront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire résorption des déficits? Ça veut dire... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites les conditions économiques le permettront? Ça veut dire c'est pour que les Français sachent quand ça arrivera. Mais je vais vous dire les choses franchement. À chaque fois que vous allez ramener des gens en emploi, vous allez donc avoir un surplus de cotisations sociales.
Donc c'est quoi les conditions économiques qui le Et permettent? ça va réduire le déficit et la dette. Mais bien évidemment. Bah, et c'est mathématique. Hein. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut être sérieux sur ce dont on discute. Quand je parlais tout à l'heure du budget de l'école pour que l'école soit gratuite, on parle du budget de l'État. Là, on parle du budget des retraites. C'est pas tout à fait pareil. Mais pour Donc, les on parle de la Français culture qui des vous écoutent, quand vous dites ils voteront pour ça, vous leur dites c'est dans 6 mois, c'est dans Non, on a 20 ans, fixé un c'est objectif. dans 2 ans, Non, c'est mais quand? attendez, soyons clairs et transparents. On va pas se raconter d'histoire. Nous, la France Insoumise, on est pour la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation le plus rapidement possible. Nous, la France Insoumise. Maintenant, nous sommes dans une coalition avec d'autres formations politiques. Ces autres formations politiques, elles acceptent l'idée qu'il doit y avoir un objectif, c'est l'objectif de la retraite à 60 ans, et elles considèrent qu'il faut que ça prenne un peu plus de temps. Donc laissez-nous mettre au point. Donc ça veut dire que c'est pas l'absolue priorité. Non, l'absolue priorité, c'est d'abroger la réforme précédente. Oui, mais ensuite, il y a un objectif. Et cet On objectif, voit un va ancien le patron travailler de la collectivement. CGT, pendant que vous vous exprimez, Bah, vous voyez, Bernard c'est intéressant, Thibault, on qui parlait de la parle en ce retraite. moment. Il faut comprendre quand même les choses. Pour ça, moi, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Ce programme, il a été élaboré en 4 jours. Donc forcément, maintenant, on travaille le chiffrage et puis ensuite, on travaille le séquençage des mesures. C'est facile d'écrire des choses sur un papier et que ça soit pas sérieux. Donc nous, on essaye de faire des choses sérieuses. Et donc faire des choses sérieuses, c'est prendre les choses étape par étape. Le président de la République a essayé de nous empêcher par le calendrier qu'il a mis en place de réussir à constituer cette alliance. Nous avons réussi à la constituer. Nous avons un programme, nous le chiffrons Vous pouvez dire aux Français, avec l'objectif de gouverner le pays. l'abrogation, c'est tout de suite, la retraite à 60 ans, C'est un peu plus long. c'est un peu plus long. Bien sûr, Très bien. bien sûr. Un autre élément de programme qui concerne l'étranger, pardon, je tousse, c'est dans le chapitre Cessez-le-feu à Gaza, Oui. point numéro 6. Vous avez travaillé le programme. Ah bah oui, j'ai On travaillé. est les seuls à en avoir un, donc c'est... J'ai travaillé le programme. Infliger des sanctions contre le gouvernement d'extrême droite, c'est écrit. Infliger des sanctions contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou tant que celui-ci ne respecte pas le droit international à Gaza et en Cisjordanie. Pas la peine de dire que ça ne sera pas le cas cet été. Qu'il respectera le droit international. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes aux manettes pendant les Jeux, vous interdisez aux athlètes israéliens de concourir aux JO? Non, c'est deux choses différentes, Gilles Bornstein. Là, on parle de sanctions économiques contre les membres du gouvernement. C'est précisément ce qui est indiqué dans cette proposition Contre le programmatique. D'accord, donc Voilà. ok. Donc c'est de la même manière, si vous voulez, comprenez la logique, de la même manière que quand Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine, il a violé le droit international. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, la France, et de manière plus générale, l'Union européenne? On a infligé des sanctions économiques contre l'économie russe, de manière générale. Celle-là, C'est pour ça que je vous pose veux la bien en question, parce discuter. que dans les sanctions symboliques, il y a l'interdiction des athlètes russes. J'entends, Donc, je mais vous demande les si vous voulez sanctions faire pareil. économiques qu'on a mises en place à ce moment-là, c'était contre les avoirs des oligarques russes, du pouvoir russe, des membres du gouvernement. C'est de ça dont on parle ici, pour disposer de leviers qui permettent d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza le plus rapidement possible, parce que ça devrait, pour tout le monde, être une priorité. Et je vois bien que les appels incantatoires du président de la République à faire des tweets en disant il Donc faut un c'est cessez-le-feu. oui, c'est non. Mais je vous ai répondu c'est sur non. le programme, que les choses soient claires. Dans le programme, ce Il y que a nous pas écrit proposons, c'est d'infliger des sanctions C'est économiques clair. contre le gouvernement de M. Netanyahou. Il suffisait de lire, M. Bernstein. Alors, on demandais va des parler de la suite de votre programme. Le point 5, notamment, le chapitre garantir un accueil digne. Vous voulez créer un statut de déplacé climatique. Est-ce que vous avez évalué combien de personnes sont concernées par cela? Non. Je pense que ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de conditions qui vous demandent qui sont requises pour faire des demandes d'asile, par exemple. Absolument. Il s'agit de dire qu'il puisse y avoir un nouveau statut, que ça concerne des gens qui, en raison du changement climatique, ne peuvent tout simplement plus vivre là où ils vivent actuellement, et que oui, on considère que cette question-là, la question des réfugiés climatiques, va être une question centrale. Maintenant, on va pas aller gérer nous tout seuls la France, donc je crois que la France devrait être à l'initiative de discussions à l'échelle internationale pour qu'il y ait de manière raisonnée une prise en compte de cette question qui va être une question qui va devenir croissante pendant les prochaines années. Est-ce que c'est raisonnable d'écrire dans un programme qui vous engage sans savoir combien de personnes ça pèse? Parce que si tous les réfugiés climatiques, si tous les gens venant monsieur, de vous pays, accordez ou pas le statut? si tous les gens venant de pays qui souffrent du réchauffement climatique ont ipso facto le droit d'être accueillis, ça peut faire énormément de monde. Je conteste pas la justice, ça peut faire énormément de monde. Ne faites pas peur aux gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut s'engager par écrit sur une telle mesure sans avoir essayé d'évaluer le nombre de personnes que ça concernait? Je comprends bien, mais ne faites pas peur aux gens qui nous écoutent. Nous disons dans ce programme qu'il faut créer un statut
Ensuite, c'est nous qui délivrons ce statut, d'abord. Ce n'est pas ipso facto, comme vous venez de le dire, premièrement. Voilà. Deuxièmement, je vous ai indiqué, il me semble, à l'instant, que cette problématique-là, qui est la problématique des réfugiés climatiques, vous pouvez, si vous voulez, faire comme si ça n'existait pas. C'est pas du tout ce Mais qu'on a ça dit. va exister de manière croissante dans les 5, dans les 10, dans les 15, dans les 30 ou dans les 50 prochaines années. Et ça va pas se compter en quelques unités. Pardon, des gens qui vont devoir partir. D'où ma question. Oui, donc je dis, cette question-là, elle doit aussi se traiter à l'échelle internationale. Bien évidemment que personne ne comprendrait que ce soit la France qui doive accueillir l'ensemble des réfugiés climatiques. Ça n'aurait aucun sens et personne d'entre nous ne le propose. Mais oui, j'assume de dire qu'il y a cette question-là qui va être une des causes des migrations très importantes ces prochaines années et qu'il faut répondre à ce problème. On peut faire comme le Rassemblement national. On peut venir sur les plateaux de télévision et dire vous allez voir ce que vous allez voir, si c'est moi qui suis élu, il n'y a plus personne qui va rentrer sur le territoire national. Il y en a une qui l'a fait avant, Monsieur Bardella, elle s'appelle Madame Meloni, et une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a dit qu'il fallait faire venir 500 000 travailleurs étrangers en Italie, parce que sinon elle se rendait compte que l'économie italienne allait s'effondrer. Donc moi je raconte pas d'histoire aux gens, parce que c'est trop facile de faire pour rassurer les gens, leur dire vous verrez avec moi, il y a plus personne qui va rentrer. C'est pas vrai. Voilà. Donc oui, il y aura des réfugiés climatiques, et oui, dans le programme, on est aussi favorable à la régularisation des travailleuses et des travailleurs sans papier. C'est bon pour l'économie, on en a besoin. Tous. L'ensemble des personnes qui ont un contrat de travail, l'ensemble des travailleuses et travailleurs sans papier. Voilà quelques-unes de nos mesures sur ce sujet. Merci.